Bienvenue sur Géopolitis. Cela a été le cas aux États-Unis, puis en France, puis en Grande-Bretagne, en Tunisie aussi. Un enchaînement quasi automatique entre, d'une part, série d'attentats et, d'autre part, instauration d'état d'urgence. L'état d'urgence, une disposition qui était l'exception et qui, par les temps qui courent, tendrait à devenir la règle, avec des implications extrêmement importantes, lesquelles, parfois, impactent, comme on dit aujourd'hui, impactent nos systèmes démocratiques, y compris nos libertés individuelles. Il n'est pas question ici de contester certaines mesures de type policier ou militaire, de nature à lutter contre un réseau terroriste résolu à massacrer des centaines de civils, ainsi que l'on l'a vu, entre autres exemples, à Paris et à Bruxelles. Il s'agit plutôt de déterminer à partir de quel moment un dispositif d'état d'urgence est sur le point de dépasser une ligne rouge, ligne au-delà de laquelle ce ne sont plus les terroristes qui risquent d'être mis en danger, mais bel et bien le citoyen. C'est ce questionnement auquel se livre cette édition de Géopolitis. C'est le grand sociologue et philosophe Edgar Morin qui le faisait remarquer. Attention, lançait-il du haut de ses 94 ans d'expérience, attention, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Une mise en garde qui pose bien le problème. Est-ce que, dans l'urgence, on n'aurait pas tendance à confondre ce qui est effectivement urgent dans l'action avec ce qui est essentiel sur le plan des principes, notamment les principes de droit? Par exemple, est-ce qu'un état d'urgence doit être prolongé pratiquement indéfiniment? Est-ce qu'il doit être inscrit dans une constitution? Le président Hollande a essayé, il a échoué. Est-ce que cet état d'urgence ne doit pas être périodiquement remanié, reformulé et adapté afin que ce qui était destiné à rester exceptionnel ne devienne pas subrepticement la norme? Ce qui peut, à un moment donné, se justifier en matière de perquisition, d'arrestation ou d'assignation, doit-il être pérennisé? Voilà des questions qui gênent, surtout lorsqu'elles se posent dans l'immédiate après-attentat en France. C'était peu avant minuit, le soir d'un certain vendredi 13 novembre. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. On aura beau jeu d'affirmer, et c'est la réalité, que seuls les régimes et les pays démocratiques se posent autant de questions sur le lien entre état d'urgence et liberté fondamentale. Dans la moitié des pays de cette planète, il n'y a ni démocratie, ni questionnement. Il n'y en a pas non plus dans ce pseudo-État islamique à l'origine de tant d'états d'urgence dans le monde. Les Américains, on le sait, sont particulièrement attachés à leur constitution. Et si, dans un tout premier temps, dès le soir du 11 septembre, puis lors de la signature du Patriot Act par le président des États-Unis, il n'y a pas eu dans l'opinion publique d'opposition majeure, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les Américains étaient persuadés que les mesures mêmes du Patriot Act s'appliqueraient à des terroristes venus de l'étranger, pas à des citoyens américains. La seconde raison est que de très nombreuses et très spécifiques mesures antiterroristes n'avaient pas été rendues publiques, en tout cas pas dans les premiers mois, exemple type de toute une législation qui, d'exception, allait devenir pérenne. Ce n'est que bien plus tard et dans la douleur que le monde a appris l'existence de prisons secrètes, de pratiques de torture, d'enlèvement et de détention arbitraire, au point que les conventions de Genève en subissaient une violation massive et répétée. Il est en revanche à signaler que, au dire même des responsables de Washington, plusieurs attentats ou tentatives d'attentats auraient été déjoués grâce à certaines dispositions prévues par ce Patriot Act. Il faut enfin savoir que le président Obama, une fois élu à la suite de George W. Bush, était en faveur d'une reconduction de tout ou partie de cette législation d'exception. Le Parlement français a donc décidé de prolonger l'état d'urgence en vigueur depuis le 13 novembre de l'année dernière, sans pour autant, et c'était pourtant le vœu du président Hollande, sans pour autant inscrire cet état d'urgence dans la Constitution. Ce qui est à noter, c'est que depuis une trentaine d'années,
le dispositif antiterroriste français ne cesse de se renforcer. Les premiers textes législatifs datent de 1986, après une première vague d'attentats. On allonge alors la durée de garde à vue. On reporte à 3 jours la possibilité d'intervention d'un avocat. Les peines sont alourdies. En 1995, c'est la notion de prescription qui est allongée. On autorise ensuite les perquisitions de nuit, puis la fouille des voitures. En 2011, la garde à vue en matière de terrorisme est portée à 6 jours. Et puis, en 2015, c'est tout un ensemble de mesures de nature à renforcer les moyens des services de renseignement qui est adopté. Toute mesure jugée nécessaire par les professionnels de la sécurité. Mais à cela, les défenseurs des libertés ajoutent que, dans l'idéal, sauf à piétiner les libertés individuelles, il serait sain de s'assurer que tout cet arsenal sera revu à la baisse lorsque la menace terroriste aura baissé d'intensité. Ce n'est pas là un discours majoritaire. L'invité de Géopolitis, Frédéric Esposito, vous êtes politologue, vous appartenez au GSI, le Global Studies Institute de l'Université de Genève, et vous êtes directeur de l'Observatoire universitaire de sécurité. On va revenir à la question essentielle de cette émission, à partir de quel moment un état d'urgence peut basculer, voire être préjudiciable aux citoyens. Mais d'abord, en ce qui concerne la France, c'est étonnant, cet état d'urgence, c'est exceptionnel, mais pas tant que ça. Non, effectivement, il faut rappeler que la décision prise par François Hollande est la 8e en matière d'état d'urgence, puisque la première fois que l'État français a eu recours à l'état d'urgence, c'était une année après le début de la guerre d'Algérie, en 1955. On est donc dans une forme de normalité quant aux motivations, aux justifications de cet état d'urgence. Toutefois, mais là, il y a quand même des morts dans les rues de Paris. Absolument. C'est très différent. La grande différence aussi, c'était qu'au moment de la guerre d'Algérie, des événements liés à la guerre d'Algérie, il y avait une menace extérieure qui était, je dirais, clairement identifiée pour l'État français. Aujourd'hui, la justification tend davantage en termes de menace intérieure que de menace extérieure. Le contexte de la justification du recours à l'état d'urgence a donc changé. Et la question, évidemment, est de dire, est-ce que ce changement modifie aussi le rapport et le contrôle démocratique sur l'utilisation et l'activation de cet état d'urgence? Le fait est qu'on fait croire que la menace, elle est quand même extérieure, alors que les faits avérés montrent qu'elle est aussi de l'intérieur, pour aller dans votre sens. Alors, bien sûr, la menace terroriste aujourd'hui se nourrit, et on le voit par les réseaux qui sont constitués entre l'Europe et la Syrie, se nourrissent de cette menace extérieure. Mais de quelle menace extérieure parle-t-on? On le voit très bien sur la problématique des réfugiés, par exemple, qu'une grande partie sont liées à la guerre en Syrie. Ce n'est pas que Daesh qui génère cette instabilité au Moyen-Orient. Ça veut donc dire qu'on est face à une menace qui est quand même beaucoup plus floue, et ce d'autant plus que le message des terroristes aujourd'hui vise à créer un climat de peur global, à articuler une menace qui dépasse clairement le cadre d'un territoire identifié. Oh, vous voulez dire que quelque part, on rentre dans le jeu des terroristes en instaurant de tels états d'urgence? En tout cas, ça pose la question, effectivement. D'une part, il y a une légitimité politique néanmoins des États pour montrer qu'ils veulent faire quelque chose. Oui. De l'autre, on voit bien qu'ils sont aussi empruntés. Que va-t-il se passer si, et je ne l'espère pas, un attentat a lieu sur le territoire français? Dans la mesure où l'état d'urgence a déjà été proclamé, quelle sera la prochaine étape? Et donc là, il y a un véritable enjeu sur aussi les outils et l'efficacité du dispositif antiterroriste qui est mis en place. Quels sont les dangers que peuvent présenter un état d'urgence? Qu'il soit prolongé indéfiniment, que les gens ne comprennent plus à quoi il est destiné? C'est ça les dangers? Je pense qu'il y en a deux. Le premier, il est en termes de contrôle démocratique. C'est le Parlement, dans le cadre d'une prolongation, dans le cas français, pour prendre cet exemple-là, qui doit valider cette prolongation. Mais sur quelle base? Qui informe le Parlement? Sur quels critères? Selon la définition très générale de l'état d'urgence, on parle d'un danger imminent. Quel est le côté, la notion d'imminence aujourd'hui, pas seulement en droit international, mais pour les Français et pour les Européens? Est-ce qu'on est toujours dans cette situation-là? Donc, premier enjeu, le contrôle démocratique sur la décision. Et le second, c'est la prolongation de cet état d'urgence. Est-ce que nos démocraties, précisément, ne sont pas en train de basculer, sont en train de déplacer le curseur vers davantage l'impératif sécuritaire au détriment de l'impératif démocratique? Les deux ne sont évidemment pas contradictoire. On peut évidemment, et c'est toujours comme ça que les démocraties ont été pensées, répondre à cet impératif sécuritaire en préservant les droits humains. Néanmoins,
avec la pratique aux États-Unis, c'est du Patriot Act, avec la modification dans les États européens d'un ensemble de législations en matière de lutte antiterroriste, on peut néanmoins s'interroger. Alors, vous parlez des États-Unis, il y a le Patriot Act, ça ne s'appelle pas un état d'urgence, mais enfin le dispositif y ressemble curieusement. Ça doit être temporaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Le président Obama, élu et réélu, continue à signer le Patriot Act. Il est là le danger. Absolument. On ne sait même plus. On n'a plus conscience du fait que les textes exceptionnels sont devenus la norme. Si on se rappelle le débat qu'a suscité le Patriot Act sous la présidence Bush et la normalité avec laquelle, ou le contexte dans lequel son renouvellement par 2 fois a été fait par Barack Obama, on voit bien qu'il y a une intégration de ce dispositif d'exception. Quel est le contre-pouvoir, le contrepoids d'un état d'urgence? C'est la société civile qui se mobilise, qui dit arrêtons les perquisitions, les fouilles ou les interpellations? Absolument. C'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de la société. C'est la citoyen en même temps que les institutions. Je pense que l'enjeu, il est exactement à 2 niveaux. Tant qu'on va débattre, tant qu'on va pouvoir s'interroger sur ces normes, sur la pertinence de cet état d'urgence, je pense que c'est sain pour nos démocraties de rappeler que le curseur ne peut pas être déplacé par les seuls représentants, même si c'est leur fonction première, par les seuls représentants de la population ou par l'exécutif. Je pense qu'il est important et fondamental que ce débat ait lieu, car il faut le rappeler que, une des grandes forces de Daesh, c'est sa capacité mobilisatrice idéologique. Et je pense que la seule façon de lutter là-dessus, c'est effectivement de davantage de démocratie, de davantage de débat, de rendre public et le plus transparent possible aussi les procédures qui sont en cours pour comprendre les motifs qui amènent des Européens, jeunes ou moins jeunes, à rejoindre les rangs de Daesh. Merci. Frédéric Esposito, je rappelle que vous êtes politologue du GSI, Global Studies Institute de Genève, et puis vous êtes directeur de l'Observatoire universitaire de sécurité. Merci à vous. Merci à vous. Ce sont des petites phrases qu'on a vite oubliées, et pourtant, elles sont le signe d'une démocratie authentique et qui entend bien le rester. Exemple, tout de suite après les attentats d'Oslo et de l'île d'Utøya, en Norvège, le chef du gouvernement prononce ces mots « Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et plus de tolérance. » Fin de citation. Et en France, un universitaire déclarait précisément, après l'annonce de l'état d'urgence, « L'enjeu, c'est de ne pas adopter des valeurs qui déshonoreraient les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Le terrorisme nous met dans un nœud coulant où toute progression vers la victoire est une défaite et où toute avancée est un point accordé à l'ennemi. » Fin de citation, mais pas fin du débat. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et vos questions sur ce thème de l'état d'urgence. À votre disposition, des séquences vidéo, des sites internet, de l'infographie, des archives. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.